Et si cette tension tenace dans l'épaule, tu sais, celle qui veut absolument pas partir, même après 3 massages, n'avait en fait rien à voir avec une mauvaise posture au bureau ou un matelas un peu trop vieux? Ouais, et si c'était autre chose, quoi? Bah oui, et si en réalité c'était le poids des émotions des autres qui s'infiltrait littéralement dans les fibres musculaires pour créer cette vraie douleur physique? C'est une hypothèse qui bouscule complètement notre vision mécanique du corps humain, en fait. On a tellement pris l'habitude de séparer la machine physique du monde mental, alors que les recherches qu'on examine aujourd'hui démontrent que le corps est vraiment le reflet exact de nos luttes intérieures. Complètement. Mais avant d'aller plus loin dans cette théorie fascinante, il faut vraiment qu'on fasse une précision vitale pour notre auditoire. Bien sûr. Le contenu de cette exploration, il est fourni à des fins purement éducatives. Ça ne remplace en aucun cas l'avis, le diagnostic ou le traitement d'un professionnel de la santé. Faut toujours consulter un médecin pour une vraie douleur. Tout à fait, c'est indispensable. Voilà. Mais gardons l'esprit ouvert. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de décoder ce symbolisme caché. C'est de comprendre ce langage d'un corps qui crie à travers l'articulation de l'épaule, ce que l'esprit refuse d'admettre. Et le paysage que ces documents dessinent est une précision chirurgicale, je t'assure. C'est pas de la magie, c'est de la psychosomatique poussée à son paroxysme. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, la promesse, c'est qu'à la fin de cette session, il sera possible de faire le lien direct entre une douleur précise et une situation de vie très claire. Et pour ça, on va procéder en 3 étapes. Le menu du jour? C'est ça. D'abord, on va explorer cette mécanique du fardeau, ce poids invisible qu'on s'acharne à porter. Ensuite, on verra comment le corps traduit un blocage psychologique en une véritable blessure physique. Et enfin, on plongera dans la géographie de la douleur, parce que, bizarrement, avoir mal à droite, ça raconte une histoire totalement différente d'une douleur à gauche. Ouais, ça c'est la partie la plus bluffante, je trouve. On s'en parle dans une dizaine de minutes. Allez, on commence par ce premier point, la thématique de la charge, de la responsabilité et irrémédiablement de la culpabilité. En fait, c'est le socle de toute la compréhension de l'épaule. Biologiquement, les épaules, c'est la structure qui est conçue pour porter, pour soutenir, et symboliquement parlant, ça représente notre capacité globale à assumer les fardeaux de l'existence. Ouais, on entend super souvent cette fameuse métaphore du sac à dos invisible, tu sais, celui qu'on remplirait de pierre. Ouais, le fameux sac à dos. Mais je trouve ça un peu léger, quoi, pour expliquer de vraies douleurs chroniques. J'imaginerais plutôt des épaules comme le système de suspension d'une voiture. Ah, j'aime bien cette image. Disons qu'on a un véhicule qui est conçu pour un certain poids. Mais chaque jour, on laisse des passagers monter, s'installer sur le toit, s'accrocher aux portières. Et en plus de ça, on absorbe tous les chocs de la route à leur place, parce qu'ils refusent de mettre leur ceinture. Forcément, au bout d'un moment, les amortisseurs, ils se surchauffent et ils lâchent. C'est exactement ça. Mais pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi ce besoin viscéral d'absorber les chocs des autres? L'analogie de la suspension est vraiment redoutable parce que ce qui fait surchauffer les amortisseurs, c'est ce qu'on appelle souvent le syndrome du sauveur. Et c'est pas juste aider quelqu'un ponctuellement, genre un petit coup de main. Non, c'est plus profond. Voilà, c'est une dynamique où une personne va se rendre fondamentalement responsable du bonheur, de la sécurité et du bien-être de tout son entourage. Donc au lieu d'accompagner une personne dans son problème, on s'approprie carrément son problème. Absolument. Les sources donnent des exemples hyper concrets de ça. Imaginons un cadre intermédiaire en entreprise. Bon, il ne se contente pas de manager son équipe, en fait, il va absorber l'anxiété de son subordonné qui traverse un divorce. Il va compenser les erreurs d'un autre collègue pour lui éviter de se faire taper sur les doigts. Et le soir, il rentre chez lui en s'angoissant pour les choix d'orientation de son neveu. C'est épuisant, rien que d'y penser. Mais cette personne, elle croit bien faire. Elle s'impose une quête de perfection qui est épuisante. Sauf que le corps, lui, il enregistre une vraie surcharge pondérale, même si elle est métaphorique. Donc, si je comprends bien, le cerveau envoie littéralement un signal de tension musculaire en continu pour, entre guillemets, soutenir ce point invisible. C'est exactement le mécanisme physiologique. Face à cette impression d'avoir toujours trop à faire, de devoir maintenir une structure en place pour que la famille ou l'entreprise ne s'effondre pas, le système nerveux sympathique reste bloqué sur on. D'accord, l'alerte rouge permanente. Voilà. Du coup, les muscles comme les trapèzes et les deltoïdes restent en microcontraction tout le temps. Le sentiment profond de la personne, c'est d'être prisonnière. Prisonnière d'un job ou d'un rôle familial. Et comme elle n'ose pas dire «là, c'est trop lourd», c'est le muscle qui se fige pour faire passer le message à sa place. Le point essentiel à retenir ici, pour notre auditoire, c'est que porter le monde sur ses épaules, c'est pas qu'une métaphore mignonne en fait. Le corps l'enregistre réellement et modifie la posture. C'est fou. Ah oui, le corps triche jamais sur le niveau de surcharge. C'est le tableau de bord le plus honnête qu'on ait. Bon, alors on vient de comprendre comment ce poids mental s'installe.
Voyons maintenant comment ça se transforme en un vrai blocage physique, quand le corps décide qu'il est temps de s'arrêter. Parce que l'épaule, c'est le moteur de l'action du bras. Tout à fait. Mais là, je me dois d'être un peu critique. Je fais l'avocat du diable une seconde. Vas-y, je t'écoute. Attends, une tendinite ou une bursite, est-ce que c'est pas tout simplement la conséquence logique d'un excès de sport ou de travail physique actif? Je prends un menuisier qui donne des centaines de coups de marteau par jour. À la fin, il y a une tendinite. C'est biomécanique. L'usure est visible sur une IRM. Pourquoi vouloir absolument y chercher une symbolique? Mais c'est une super objection. Et le but n'est pas du tout de nier l'aspect biomécanique, hein. La friction physique, la répétition du geste, elles sont bien réelles. Mais la nuance que les sources apportent, c'est qu'est-ce qui crée la mauvaise friction? La mauvaise friction. Oui, prends deux menuisiers, ils font le même geste, le même nombre de fois. Pourquoi l'un développe une inflammation destructrice et l'autre non? Ah, donc l'état émotionnel modifierait la façon dont le geste est exécuté, physiquement parlant. Précisément, l'état psychologique dicte le tonus de base du muscle. Si ton menuisier tape avec fluidité, qu'il aime ce qu'il fait, le mouvement glisse. Par contre, s'il tape en étant rongé par la frustration, genre un sentiment d'injustice face à son patron, ou l'impression d'être forcé d'être là, son muscle est précontracté en permanence. Une résistance. Voilà, il y a une micro-résistance dans le geste lui-même. Et c'est cette tension sous-jacente qui crée le frottement délétère. Les inflammations témoignent d'une réaction défensive. C'est un mauvais usage de ses bras. C'est dingue. Donc la tendinite, quand on sent que ça brûle à l'intérieur, c'est littéralement la colère qui est en mouvement. Exactement. L'inflammation, par définition, c'est de la chaleur, de la rougeur, c'est un feu. Symboliquement, c'est la colère face à une contrainte, face à l'impression qu'on nous force la main ou qu'on nous surmène. D'accord, je valide pour l'inflammation. Mais pour une fracture alors? Parce que se casser la clavicule, c'est un autre niveau de violence. C'est pas juste un frottement. Ah oui, la fracture raconte une histoire très différente. L'inflammation, c'est la colère dans la contrainte. La fracture, c'est l'arrêt forcé, la crise. C'est le corps qui tire le frein à main d'un coup. C'est ça. Ça traduit un empêchement direct dans l'action. Dans la vie de la personne, la contrainte est devenue tellement intolérable qu'il faut absolument stopper. La personne se sent impuissante. Elle a l'impression de se prendre des claques dans la figure face aux événements. Et la fracture l'oblige à tout arrêter. Voilà. Ça traduit l'envie, souvent inconsciente, de baisser les armes. On n'en peut plus, on arrête le combat. Baisser les armes, c'est hyper fort comme image. D'ailleurs, on retrouve d'autres postures spécifiques dans les documents, genre ce qu'on appelle l'épaule gelée. Ah, la capsulite rétractile. C'est fascinant sur le plan symbolique. Qu'est-ce qui gèle concrètement dans l'esprit de la personne? C'est la volonté profonde d'agir qui gèle. Ça correspond souvent à des gens qui sont devenus froids, indifférents à leur propre vie. Ils agissent machinalement, par devoir. Mais au fond d'eux, ils ont un désir brûlant de faire autre chose, de partir. Sauf qu'ils s'interdisent de le faire. Exactement. Du coup, l'articulation se fige. Et il y a aussi cette posture du bossu, les épaules toujours voûtées vers l'avant. Oui, ça c'est l'abandon. C'est baisser pavillon devant la vie, souvent à cause d'une lourde culpabilité du passé. C'est le poids qui nous écrase littéralement vers le sol. Bon alors, on voit bien comment la frustration, la colère ou la résignation dictent le type de douleur, que ce soit une inflammation ou une fracture. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que l'endroit exact de la douleur change tout le diagnostic. La géographie du corps. Voilà. Passons à ça, parce que c'est le troisième point. Pourquoi la latéralité compte autant? Est-ce que se disputer avec son boss au bureau provoque la même tension que, je sais pas moi, douter de ses capacités en tant que parent? Eh bien, la réponse est non. Et ça s'appuie en partie sur notre neuroanatomie. Tu sais que l'hémisphère gauche de notre cerveau qui gère la logique, le rationnel, le langage. Il contrôle la partie droite du corps. Exactement. Et à l'inverse, l'hémisphère droit, qui est le siège de l'intuition et des émotions, est connecté au côté gauche du corps. Donc la division matérielle versus émotionnelle, elle est déjà câblée dans notre système nerveux en fait. Tout à fait. Et le symbolisme rejoint cette biologie. L'épaule droite, elle est reliée au côté masculin, actif. C'est le domaine du rationnel, des responsabilités matérielles, de l'autorité et du travail. Donc une douleur tenace à l'épaule droite, ça signale quoi? Un conflit hiérarchique? Très souvent, oui. Un conflit de pouvoir, une dévalorisation de son statut au travail ou dans la famille. Ça peut aussi être le signe d'une attitude super rigide et contrôlante, quelqu'un qui veut tout diriger de manière autoritaire. Et l'épaule gauche alors? L'épaule gauche, on bascule du côté féminin, réceptif. C'est le côté des émotions.
Quand ça coince à gauche, ça révèle des insécurités affectives profondes. Donc c'est là qu'on retrouve la peur de ne pas être un bon parent, par exemple. Oui, la difficulté à exprimer ses sentiments, la peur de ne pas être à la hauteur affectivement avec ses enfants ou avec son conjoint. C'est beaucoup plus intime, c'est l'image personnelle qui est touchée, pas le statut social. C'est fou. Droite matérielle et autorité, gauche émotionnelle et affect. Le décodage est limpide. Mais bon, avoir le diagnostic, c'est bien beau, mais que faire de toutes ces informations? Comment on soulage tout ça? Faut passer à la pratique. Exactement. Il est temps de voir les solutions applicables, parce que la théorie, c'est bien gentil. Les sources proposent un vrai plan d'action. Oui, une méthode en 3 étapes assez simple à comprendre, même si elle demande du courage à appliquer. La première étape, c'est l'identification. Il faut visualiser qu'on dépose littéralement le sac à dos. Faut cesser de porter ce qui n'est pas à nous. Donc, commencer à déléguer des tâches. Dire non, ça je ne m'en occupe pas. Voilà. Ensuite, l'étape 2, c'est de rendre la responsabilité, c'est-à-dire accepter consciemment que chaque personne est responsable de son propre bonheur. On ne peut pas garantir le bonheur de nos proches à leur place. Et la troisième étape? L'ancrage, revenir à l'instant présent. Au lieu de tendre les épaules vers le futur pour tout contrôler, on s'ancre, on fait confiance à l'univers ou à la vie pour pouvoir à ses besoins, on relâche la machine. Mais là, il y a un énorme piège. Je le vois venir, gros comme une maison. Lequel? Bah, si je commence à déléguer, si je dis non à mon entourage, si je les laisse se débrouiller, je vais ressentir une culpabilité monstre. Et c'est justement pour éviter cette culpabilité qu'on devient des sauveurs, non? C'est le cœur du problème. Mais il faut changer de perspective. En surprotégeant les autres, on croit être sympa. Mais en fait, on les empêche d'apprendre à porter leurs propres responsabilités. On les prive de leur propre leçon de vie, quoi. Exactement. S'alléger soi-même, c'est faire confiance aux capacités de l'autre. C'est leur dire « je sais que tu peux gérer ça ». C'est hyper valorisant pour eux finalement. Ça change tout de voir les choses comme ça. Finalement, on arrive à la fin de cette exploration et on peut dire qu'on a vraiment démystifié cette douleur. L'épaule, c'est un véritable tableau de bord émotionnel. Absolument. Un outil de mesure de nos limites. Si on doit résumer en 3 points clés, avec des mots un peu nouveaux pour bien les ancrer, premièrement, cette soif de perfection et ce besoin de gérer les fardeaux d'autrui, ils exercent une vraie pression de gravité sur notre squelette. Ouais. Le corps plie sous le poids. Deuxièmement, les tendinites qui brûlent ou l'épaule qui se fige soudainement, ce sont les cris d'alarme d'une action entravée ou d'une perte totale de sens dans ce qu'on fait. C'est la colère de la contrainte. Et le troisième point, cette fameuse cartographie corporelle. C'est ça. Le corps nous donne une carte boussole. Les luttes d'autorité et de contrôle se logent à droite, et nos failles affectives, nos peurs de ne pas être aimés, elles crient à gauche. C'est vraiment un GPS de l'âme, c'est fascinant. Alors, pour notre auditoire, voici une petite invitation à l'introspection. Un petit exercice tout simple. La prochaine fois qu'une tension bizarre apparaît dans l'une de vos épaules, au lieu de juste prendre un antidouleur, il faut prendre juste 2 secondes pour se poser une question. S'écouter, ouais. Voilà, se demander, est-ce que je subis une pression liée à mon autorité ou mon travail, côté droit, ou est-ce que c'est une insécurité affective vis-à-vis d'un proche que je n'ose pas exprimer, côté gauche? Rien que de l'identifier, souvent ça relâche un peu le muscle. Prendre conscience, c'est déjà relâcher la pression. Et pour clore cette session, je voudrais partager une dernière pensée qui me vient à l'esprit, qui n'était pas forcément dans les sources, mais qui résonne tellement avec tout ça. On parle énormément du tech neck aujourd'hui. Ah oui, le fameux coup cassé sur les écrans. C'est ça, la posture de la tête penchée en avant vers le smartphone. Une tasse, ça pèse environ 5 kilos. Mais penché comme ça avec la gravité, ça équivaut à 20 kilos de pression sur les épaules. On accuse toujours les écrans, la techno. C'est vrai, c'est l'explication facile. Mais avec tout ce qu'on vient de voir, on peut se demander si cette posture moderne, ce fait d'être constamment courbé, le regard vers le bas, c'est pas en fait la manifestation physique d'une société entière qui baisse pavillon. Ah, c'est profond, ça. Une société qui est écrasée par le flux continu des traumatismes du monde entier, qu'on s'oblige à porter dans le creux de nos mains via nos notifications. Une charge qui est juste beaucoup, beaucoup trop lourde pour de simples épaules humaines. Poser les bagages qui ne nous appartiennent pas, finalement, c'est sans doute le mouvement le plus puissant que nos épaules puissent accomplir. C'est une réflexion à garder en tête la prochaine fois qu'on a le nez collé à son écran. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du sujet et prenez soin de vos amortisseurs.